N'oublie jamais, jamais tes parents. Ils ont eu tant de peine pour t'élever quand tu étais enfant, que ton cœur s'en souvienne. N'oublie jamais leur Anoukast. La colonisation du Maghreb et l'identité juive avec Isaac. Ils t'ont tenu si souvent dans leurs bras. On ne peut pas dater la présence des premières populations juives au Maghreb. Les Juifs ont toujours été là. Vivant selon différentes règles, ils ont cohabité avec les musulmans pendant des siècles, partageant une même langue, une même terre, une même culture. Les Juifs du Maghreb étaient des autochtones. Tous les Juifs d'Afrique du Nord connaissent Crémieux. Ce Juif français, né en 1796, avocat puis ministre de la Justice, a tout fait pour les franciser. En vertu du décret Crémieux, les Juifs d'Algérie deviennent automatiquement des citoyens français, au même titre que les colons français installés en Algérie depuis 1830. C'est vrai qu'il y a une confusion énorme pour plusieurs raisons. D'une part, et ça je m'inscris dedans parce que je suis obligé de parler aussi de mon histoire familiale, mais il y a d'une part, on a parlé du décret Crémieux, l'intégration subite des Juifs maghrébins à la société coloniale française. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui crée, en tout cas, plus loin, en tout cas dans le temps, une certaine confusion, parce qu'on parle d'une société coloniale, donc on parle d'une société d'apartheid, où il y a vraiment une séparation dans les institutions, où les écoles ne sont pas les mêmes pour les indigènes et pour les colons. Et du jour au lendemain, il est vrai que cette partie des Juifs intègre la société des pieds noirs. Une des stratégies coloniales, c'est de créer des minorités pivots, des minorités qui vont avoir un rôle et aussi justifier la colonisation. L'assimilation des Juifs, en faire des gens qui deviennent des Occidentaux, c'est aussi quelque chose qui justifie la mission coloniale. Parce qu'il faut comprendre que dans le contexte colonial, il y a vraiment deux temps. Et le temps qui marque la colonisation du Maghreb, c'est celui qui est celle du colonialisme culturel, humaniste, qui voudrait élever les sociétés du monde au rang de la société française, la faire part des Lumières. Et du coup, dans cette initiative-là, il y a une identification des populations potentiellement civilisables, en tout cas plus facilement. Et faire des Juifs une population intégrable, ça a eu aussi un effet inverse. En tout cas, il y a une démarche parallèle qui était de faire des Arabes une population non intégrable, ou en tout cas plus difficilement intégrable, et de créer justement une hiérarchie. Et cette hiérarchie-là, elle s'est faite malgré la réalité culturelle et sociale d'une société qui n'était pas divisée selon la religion, où les gens en fait vivaient ensemble dans des communautés multi-religieuses. Et donc du coup, c'est quelque chose qui a été fait un peu partout en Afrique, qui n'est pas du tout exclusif au Maghreb. Il y a eu, après l'esclavage, dans plusieurs colonies d'Afrique noire, des minorités qui ont été jugées plus assimilables, dont on crée artificiellement via l'anthropologie des racines occidentales ou carthaginoises ou autres, pour justement justifier de leur proximité avec l'Occident. Je peux dire que je suis qui je suis parce que je suis né en 1965, de parents français, que j'ai grandi en France où j'ai toujours vécu. Je suis donc français, appartenant aujourd'hui à un milieu bourgeois, parisien, de gauche, athée, et que j'ai reçu une éducation républicaine française strictement conforme. Par ailleurs, je suis né dans une famille juive d'origine séfarade, c'est-à-dire originaire d'Espagne, pays dont nous avons été chassés par Isabelle la catholique et qui nous a conduits à migrer en Algérie, d'où ma famille a été rapatriée en 62 au moment de l'indépendance. Le fait d'être un juif séfarade fait partie de mon identité, mais c'est une partie qui reste strictement intime, qui ne fait en rien partie du monde extérieur, du monde dans lequel j'évolue. Je porte un prénom... Yvan Attal, parlant de son identité, dans son film de 2016, Ils sont partout. On parle de plus de 500 ans de présence islamique, d'arabophonie, avec un dialecte à base
arabe local qui s'est développé, qui était le seul langage, un des seuls langages parlés, en tout cas le langage principal. C'est complètement absurde de se rattacher à une Espagne blanche, qui est devenue blanche beaucoup plus récemment que le reste de l'Europe, et d'effacer en fait la réalité de la Reconquista, d'effacer la réalité de l'Inquisition, et en même temps d'effacer la réalité d'une présence juive au Maghreb ancestrale. Il y a vraiment une construction artificielle d'une occidentalité des Juifs au Maghreb, donc d'une origine complètement espagnole, pour tout le monde, andalouse. Ce qui est assez ahurissant, parce qu'en fait, si Andalousie musulmane il y a eu, de toute façon, ces populations sont passées par le Maghreb. Donc ça voudrait dire que de toute façon, au long de la progression d'extension du monde musulman, il y a eu une construction de foyers islamiques, et dans ce cheminement-là, il y a forcément des populations juives du Moyen-Orient qui se sont installées au Maghreb. Et donc ce serait bizarre de dire que les Juifs d'Andalousie, un endroit éminemment islamique et arabophone dans une grande mesure, n'auraient aucun lien avec l'islam ni l'arabité. Et puis, ça efface complètement le fait que dans la Reconquista et l'Inquisition, ont été chassés ceux qui refusaient de se convertir au catholicisme, et donc qui ne faisaient pas le sacrifice de leur arabité. Donc, quand bien même l'essentiel des Juifs du Maghreb viendrait d'Andalousie, ils viendraient d'un monde musulman, arabophone majoritairement, et en auraient été exclus à la Reconquista en tant que non-convertis, en tant que personnes qui ne rejettent pas en fait les cultures qui ont été d'Andalous, et donc qui sont repartis en même temps que un gros contingent de population arabophone et musulmane, et dans le même flux. Donc déjà, cette histoire, elle est fausse dans ses fondements, et elle invisibilise deux choses. L'expulsion des musulmans andalous, qui s'est fait dans le même flux, et en même temps la préexistence à l'Inquisition de populations juives au Maghreb, et de populations juives, notamment berbères. Donc il y a vraiment une grosse confusion qui se fait, et dire « nous sommes pieds noirs », c'est en fait se couper de l'histoire maghrébine, faire de nous des immigrés colons, et en fait nous arracher en fait, à une ancestralité et à une société maghrébine dont on était une composante principale. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est fait, ce flou identitaire-là, il vient de ça, et il vient aussi de la migration massive vers la France avant et pendant le processus d'indépendance au Maghreb. Ah, c'est la première fois que je reviens. J'ai vécu ici toutes les années 60 à peu près, dans mon enfance de 3-4 ans jusqu'à 11 ans. Éric Zemmour parlant de son enfance en Seine-Saint-Denis, dans l'émission Salut les Terriens. Donc c'est les années 60 et on avait, ici il y avait une immigration italienne, espagnole, nous qui venions les pieds noirs d'Algérie, qui n'était pas vraiment une immigration mais qu'on venait de l'autre côté de la Méditerranée. Et puis il y avait évidemment qu'il n'y avait pas de femmes voilées. Ça aurait été d'ailleurs très mal pris à l'époque, très mal vu. En plus, ce qui est absurde dans cette revendication d'identité pied noir, c'est que dans nos cultures, les éléments culinaires et linguistiques arabes ne sont pas une appropriation, comme l'a été le couscous pour les populations pieds noirs. C'est pas le fruit non plus d'un métissage récent, c'est le fruit d'une transmission ancestrale. Se revendiquer de la société pied noir, alors que pendant l'occupation française, donc la France de Vichy, on en a été radicalement exclu. C'est aussi absurde, c'est aussi en fait nier toute une partie de l'histoire, et c'est aussi se solidariser d'une sorte de colonisation, de massacre sanglant à laquelle on n'a pas pris part. Frantz Fanon a écrit. Enfin, l'Algérie coloniale étant un pays éminemment raciste, on y retrouve les différents mécanismes de la psychologie raciste. C'est ainsi que le juif, méprisé et mis à l'écart par l'Européen, est tout heureux dans certaines situations de faire corps avec ceux qui l'humilient, pour humilier à son tour l'Algérien. Citation extraite de L'an 5 de la Révolution algérienne, Frantz Fanon.
C'est marrant parce qu'en fait, ça me rappelle un petit peu, dans un autre contexte, mais le mépris qu'avaient les Blancs créoles pour la société métisse. C'est assez intéressant, mais qu'est-ce qui se passe quand dans un espace colonial, on a une population pivot, une population tampon, qui est à la fois colonisée culturellement, donc qui s'identifie à la société blanche, comme les castes mulâtres en contexte colonial, et à la fois avec une origine des races dites subalternes. Ça crée aussi en fait une haine de la société blanche. C'est-à-dire que c'est vraiment une position peu enviable au final, parce que ces personnes à qui on a accordé des droits pour justifier en fait, pour préserver l'ordre en fait colonial, on n'est pas convaincu de leur mérite, on n'est pas convaincu de leur légitimité. Et donc du coup, ça crée une énorme frustration chez la société blanche et un énorme mépris qui est cultivé et qui en fait radicalement fait et conserve en fait le statut d'indigène de cette population de tampons. Elles ne seront jamais blanches et elles attiseront toujours la haine. Et c'est en ça que du coup solidariser de l'identité pied noir est complètement absurde et ahistorique. Qu'est-ce qu'un immigrant ? Un immigrant, c'est simple, c'est un type qui vient et qui dit « Mes enfants ne seront pas comme j'étais moi, mais ils seront comme ceux qui sont où je suis arrivé. » Vous voyez, c'est à Rome fait comme les Romains. Alors on me reproche assez, on donne des prénoms français à ses enfants, on habille ses enfants, on veut qu'ils soient bons à l'école pour qu'ils puissent... Oui, c'est tout le début de votre bouquin. Éric Zemmour et Elie Chouraki sur la chaîne israélienne I24 News. Mais évidemment, tout le monde s'est reconnu. Oui, Vous savez, tous les gens m'appellent, me disent dans la rue, mais c'est moi, mon père était italien, mon père était espagnol. Tout le monde On voulait être français, mes parents parlaient arabe et Interdit à la espagnol maison. et ils n'ont jamais voulu me Voilà, l'apprendre. comme chez moi. Voilà, exactement. Mon père parlait très bien arabe. Mais ce qui est dommage, d'ailleurs, Mais oui, parce c'est que ce qu'on dit. arabe, C'est ce qu'on dit. Mais ma mère Absolument. interdisait de parler Ouais. arabe. Et mon grand-père ne faisait parler arabe qu'en insultant ma grand-mère. C'était le seul moment où il se C'était lâchait. les mots de bénédiction et les insultes. Exactement. Voilà. C'était très drôle. Alors. Donc, c'était le folklore. Voilà, les langues étrangères, c'était le folklore. Aujourd'hui, c'est plus du folklore. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens viennent et ils vivent comme au pays. Ils intègrent non pas un pays nouveau, mais une diaspora. Et ils donnent des prénoms du pays à leurs enfants. Ils regardent les télévisions locales, enfin de leur pays. Ils parlent arabe ou une autre dialecte, une autre langue à la maison. Vous voyez, tout ça. Donc, pour moi, ça s'appelle un colonisateur. Il va C'est se ce faire qu'ont un fait État dans l'État. Exactement. Et petit Voilà. à petit, cet État dans l'État va manger l'État qui est l'État. Vous savez que vous, sans le savoir ou peut-être en le sachant, C'est aussi la conscience de la fragilité de son statut qui crée cette véhémence-là pour moi. De la même façon qu'on a vu en Haïti et ailleurs des métis se solidariser des castes minoritaires blanches dominantes dans des contextes de révolution, on peut concevoir que, se sachant à la périphérie de la blanchité, beaucoup de juifs décident d'affirmer radicalement leur blanchité en participant en fait à l'oppression blanche. Et en ça encore, je trouve que le parallèle est assez, sans pour autant dire que c'est la même chose, mais le parallèle dans les dynamiques est assez fort, c'est-à-dire qu'être à la marge de la blanchité, c'est aussi devoir la défendre. En 1898, au lendemain de l'affaire Dreyfus, les colons français se déchaînent et lynchent la population juive d'Alger. Monsieur Chebat, horriblement blessé à coups de pierre, est mort après 6 heures d'atroces souffrances. Un autre, Monsieur Azoulay, qui a été frappé à coups de couteau et dans un état désespéré. Pendant les manifestations, la femme d'un cordonnier juif, nommé Haïm Chetrit, a été assaillie dans son lit par 17 individus. Ceux-ci ont attaché les mains de la victime, puis les uns après les autres, lui ont fait subir les derniers outrages. Son malheureux mari, qui voulait la défendre, a été assommé à coups de bâton. Je pense qu'il ne faut pas non plus... je pense qu'il ne faut pas idéaliser la réussite de Crémieux. Les Juifs n'ont pas découvert la haine raciale dans la société coloniale avec Vichy. Ils étaient confrontés au quotidien, ils se savaient détestés par la majorité de la société
coloniale blanche dans les espaces qu'ils fréquentaient. Et cette haine-là, si elle existait massivement à travers l'Europe, et en particulier en France, avant la Seconde Guerre mondiale, elle existe en particulier dans la société coloniale contre des populations qui hier étaient indigènes comme les autres et aujourd'hui sont françaises. Et qui du coup s'immiscent dans un espace d'apartheid à la base exclusivement blanche. Donc, il n'y a pas de découverte de la haine raciale sous Vichy. Par contre, il y a une découverte de l'inégalité, en tout cas une redécouverte de l'inégalité de statut, qui n'est pas quelque chose qui est très loin dans les mémoires, mais qui a des populations qu'on a arrachées à leur milieu social et culturel, et quelque chose de nouveau. Depuis l'arrachement, depuis cette dynamique-là d'intégration à la société blanche, c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment pas le racisme qui découvre, mais c'est le couvre-feu. C'est le numerus clausus pour aller à l'école. C'est l'interdiction, en fait, d'étudier, l'interdiction, justement, de s'approprier cette culture qu'on les a forcés, justement, à adopter, du jour au lendemain. Et ce retour aussi du contrôle de la privation de liberté dans l'espace public. À l'instauration du régime de Vichy, les Juifs d'Algérie sont automatiquement déchus de leur nationalité française et des privilèges qu'ils avaient obtenus dans la société coloniale algérienne. C'est quelque chose qui peut-être n'a pas été formulé comme ça à l'époque, mais être déchu de ses droits de citoyen, ces droits acquis dans un contexte où ils n'étaient pas partagés par l'ensemble de la population, au contraire, c'est quelque chose qui marque la mémoire de la plupart des Juifs maghrébins de France. Moi, c'est quelque chose que je sais qui a beaucoup traumatisé mes grands-parents, qui me parlent souvent justement d'un monde d'enfance, hein, mais de l'interdiction d'aller à l'école pour ma grand-mère, du couvre-feu, de comment s'organiser, de comment étudier dans la clandestinité. C'est quelque chose qui démarque. Et pourtant, peu, comme tu dis, se sont exprimés contre ça. Aujourd'hui, pour revenir à l'islamophobie, le couvre-feu permanent, qui est l'assignation à domicile, touche encore énormément de musulmans en France. Depuis la guerre contre le terrorisme, la soi-disant guerre contre le terrorisme, beaucoup ont perdu leur emploi. Donc il y a vraiment aussi un ensemble de pratiques qui font partie de l'exercice du pouvoir raciste et colonial en France, qui sont réactivées contre l'islam et qui font partie de l'histoire récente des Juifs de France et des Juifs du Maghreb. Et pourtant, et comme tu dis, cette histoire-là n'est pas activée pour créer une solidarité politique. Au contraire, cette fragilité du statut de blanc des Juifs au Maghreb en France les fait plus facilement, plus spontanément défendre la République dans l'exercice de sa violence raciste que se solidariser des gens qui en sont victimes. Alors, vous êtes né en 1965 à Tel Aviv, en Israël. Alors vos parents, contrairement à beaucoup d'autres, c'est des pieds noirs, et au lieu de devenir en métropole en 62, quand l'Algérie a été indépendante, ils sont partis en Israël. Pourquoi? Je suppose qu'à l'époque, ils étaient sionistes, donc ouais. Juifs d'Algérie, ils se sont barrés, ils ont été en Israël. Et vous avez été conçu dans un kibbutz. Exactement. Yvan Attal en 2001, dans l'émission Tout le monde en parle. Je vais dire ça il y a deux aspects, je pense. Il y a un aspect personnel, individuel, et après un peu plus politique et collectif. Je pense que s'il faut en fait lier ce dont on a parlé maintenant et le sionisme, je pense qu'il faut parler justement d'une erreur en fait dans l'équation identitaire. C'est-à-dire que beaucoup de juifs, et notamment en fait des juifs marqués par des exils qui sont dus à dynamique raciste ou coloniale, soldent leur mélancolie du déplacement, de l'arrachement et de la violence par un rattachement identitaire fort à Israël, quand même ils n'y sont pas, comme un espace de légitimité d'existence. Moi je m'inscris complètement en faux contre ça. Il y a vraiment une urgence pour les juifs en France et dans le monde de se réapproprier son histoire, de se détacher d'une racialisation coloniale de leur identité.
de renouer avec une façon de lire son histoire depuis soi, par soi, loin de l'anthropologie coloniale, et donc du coup de les insérer aussi dans les réalités que leur famille, que leur peuple ont traversées, et de lire cette histoire-là plutôt à l'aune de celle de la modernité, comprendre leur rencontre avec celle-ci, comprendre les communs en fait dans leur expérience et celles d'autres populations dont ils ont même fait partie. Donc pour les juifs maghrébins, vraiment explorer cette histoire de la rencontre coloniale, donc plutôt de l'invasion coloniale, de l'incursion coloniale au Maghreb, de la façon dont on a déstabilisé les pouvoirs locaux, les structures sociales, et qu'on a reconfiguré les identités. C'est vraiment pour moi quelque chose de très important parce que la judéité dont on hérite aujourd'hui est profondément moderne et politiquement en fait justement se désidentifier d'Israël et se désidentifier de l'idée d'État-nation, c'est aussi une façon de renouer avec vraiment une appropriation de son identité propre. Être juif noir au Brésil, c'est pas être juif de Jérusalem. C'est pas la même chose. Être juif palestinien, c'est pas la même chose qu'être juif ashkénaze, colon, et d'habiter sur des terres qui ont été expropriées. Et être juif tunisien non plus. Et je pense que dans ce qui nous est arrivé, s'il faut chercher des communs et s'il faut essayer d'avoir une lecture compréhensive, il faut aussi s'intéresser à l'histoire des populations musulmanes colonisées, des populations noires colonisées, des populations indigènes, dont on n'a pas seulement exproprié les corps et les terres, on a aussi exproprié l'histoire et la transmission de l'identité. Et donc vraiment décoloniser l'identité juive, c'est plus que de se couper du discours sioniste. C'est pas juste une question de se désolidariser de l'identité pied noir ou française. C'est vraiment justement se réapproprier un discours sur soi propre et qui soit ancré dans une histoire globale qui respecte la réalité historique et remet en question radicalement l'eurocentrisme et la façon dont l'Occident a cartographié les populations du monde malgré eux et contre eux. Et nous sommes aussi victimes de ce processus-là. N'oublie jamais, jamais tes parents. Ils ont eu tant de peine pour t'élever quand tu étais enfant, que ton cœur s'en souvienne. N'oublie jamais leurs larmes en les quittant et comprends-les, tu es un peu leur sang. Ils t'ont tenu si souvent dans leurs bras pour te soigner, petit